Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 8. Gérant, sous-maîtresse et chambrière. Une maîtresse de maison ne peut tenir 2 établissements à la fois, décrètent tous les règlements des services des mœurs. Restriction d'une sage prudence et qui ne porte aucune atteinte à la liberté commerciale. Les lourdes responsabilités qui pèsent sur la maîtresse de maison ne lui permettent pas de partager son activité entre 2 établissements similaires. Mais on ne lui interdit nullement d'arrondir son domaine, d'acheter d'autres maisons closes, pourvu qu'elle confie ses nouveaux fiefs à des gérantes agréées par les maires ou les préfets. Les gérantes sont dotées des mêmes privilèges et soumises aux mêmes obligations que leurs patronnes. Le vertueux article 22 leur interdira donc d'avoir des concubins. Seuls, leurs époux légitimes pourront vivre avec elles, dans la maison, ignorés du public et de l'autorité. Mais les maris des gérantes ne se résignent pas à jouer le rôle obscur qu'on veut leur assigner. Ce sont eux en réalité qui sont investis des pouvoirs patronaux. Dans l'étrange milieu que je m'attache à décrire, l'homme commande toujours, impose sa loi. En dépit des textes, des règlements administratifs, le rabouin, propriétaire de 15 maisons closes, dit « mes gérants » et non point « mes gérantes ». Instabilité des gérants. Ils dépendent des patrons plus étroitement que les préfets du pouvoir central. Leur révocation est le fait du prince, qui peut leur enlever à son gré le sceptre qu'il leur avait transmis. Mais parfois, ils prennent leur revanche. À Beauvais, le petit Riton, qui tenait le 23 pour le compte d'Alexandre le Romanichel, reçut un jour son congé sans préavis. Cette décision brutale l'irrita. Aussi, réunissant tout le personnel de la maison, il exposa l'injustice dont il était victime. « Dans quelques jours, déclara-t-il, Alexandre, mauvais patron, va reprendre sa tôle. Il vous fera subir 1000 tracas. Partez donc avec moi, qui même me suive. » Il fut acclamé. La femme de chambre, la cuisinière, la sous-maîtresse et les 5 filles de la maison l'escortèrent dans sa retraite. Le lendemain, tel un chef arabe à la tête de sa smala, il faisait une glorieuse entrée dans un café de la porte Saint-Martin. Alexandre était là. Cramoisi de fureur, il poussa un véritable hurlement. « Il a démonté ma tôle !» Et il révoquait en un langage pathétique le morne spectacle que devait présenter à cette heure la rue Édouard-Mazille, à Beauvais. Dans sa colère, il proférait de vaines menaces. « Bandit, je te poursuivrai devant les tribunaux, je te réclamerai des dommages et intérêts !» Au Havre, rue des Galions, François le gentleman fit mieux. Révoqué, il refusa de céder la place à son patron. « Ma femme a la tolérance, dit-il. Nous ne partirons que si tu nous accordes une indemnité. Ta maison, quand je l'ai prise, valait 100 sacs. Elle en vaut 300 aujourd'hui. Partageons. Donne-moi 100 sacs et je m'en vais. » Le patron se laissa intimider, et François le gentleman, les poches bien garnies, s'en fut à Tunis, où il acheta la grande maison, rue El Mektar. Que ces 2 exemples d'insubordination ne fassent pas croire aux lecteurs que les gérants rejettent quand bon leur semble le joug patronal. La plupart du temps, la police des municipalités prête main forte aux légitimes propriétaires des maisons closes qui veulent se débarrasser de leurs préposés. Ceux-ci sont bien nantis par l'intermédiaire de leurs femmes de la tolérance, mais ils ne détiennent pas la licence du débit de boissons, ni le bail de l'immeuble. Ils ont intérêt, au surplus, à se montrer corrects et réguliers en affaires. Le plus mince conflit est aussitôt divulgué dans toute la corporation, et le gérant qui a tenté d'arranger son maître est mis à l'index. Il devient un véritable pestiféré à qui l'accès des maisons de société est désormais interdit. Comme un métayer, le gérant garde pour lui la moitié des bénéfices du fonds qu'il exploite, ou bien, affermant le gros numéro, il paye chaque mois une redevance à son propriétaire. Ce dernier, quelle que soit la nature du contrat, garde toujours le droit de conseiller, de surveiller, de diriger son mandataire et de lui rappeler en toute occasion qu'il a le devoir strict de jouir de la maison en bon père de famille, c'est-à-dire de maintenir intacte la haute réputation, la bonne renommée de l'établissement qu'on lui a fait l'honneur de lui confier, et de conserver, sinon d'accroître, sa clientèle. La patronne du Soleil à Dijon me disait un jour « Depuis 30 ans que nous tenons, mon mari et moi, nous pouvons dire avec orgueil que nous avons mérité la confiance et l'estime de tous nos concitoyens. Notre établissement vaut, au bas mot, 300 000 francs. Mais comme les acheteurs qui se sont présentés jusqu'à ce jour ne sont pas assez riches pour nous payer comptant, nous avons décidé de le mettre en gérance. Cela nous fera une petite rente de 7 000 francs par mois, et dans 3 ou 4 années, nos gérants deviendront sans doute nos successeurs. » Le patron ajoutait « C'est moi qui ai rédigé le contrat, et selon l'usage, j'ai fait verser un cautionnement de 30 billets à mon gérant. S'il ne me donne pas satisfaction, je le mets à la porte, mais je garde sa bonne galette. » Le contrat passé entre le patron et le gérant est dénué de toute force juridique. J'imagine l'émoi de nos juges si on les priait d'interpréter une convention de cette nature. Quel roi de sentence ils assèneraient sur la tête des imprudents.
Attendu qu'il serait contraire à la morale qu'à la dignité de la magistrature que celle-ci laissa en matière civile, discuter dans son prétoire sur le sens, la portée et les effets des pactes honteux que la conscience publique flétrit, et qu'elle intervint ainsi entre des individus auxquels la justice ne doit aucune protection, qu'au contraire, en refusant à chacun de ceux qui ont participé à de pareilles conventions tout accès devant les tribunaux, on livre à la discrétion l'un de l'autre, on les abandonne sans aucun recours aux conséquences de leur déloyauté réciproque. On arrête ainsi par crainte des pertes pécuniaires la plupart de ceux qui seraient tentés de former de semblables contrats. Vertueuse naïveté des juges, ils refusent les secours du droit écrit aux individus qui rédigent des pactes honteux. Ignore-t-il qu'un droit coutumier, ayant sa source dans un usage général et prolongé de certaines règles traditionnelles, sert de base à toutes les conventions impures ? Les patrons et les gérants des maisons closes observent, presque tous, ces vieilles coutumes avec loyauté. La croyance erronée qu'une sanction sociale, cette fameuse opinio necessatis, invoquée par nos anciens juristes, plane au-dessus de leur tête, les incite sans doute à faire honneur à leur signature. En dépit de tous les jugements qui les chassent des prétoires, ils s'imaginent encore que juges, procureurs, huissiers peuvent et doivent les contraindre à respecter les clauses qu'ils ont solennellement rédigées sur un papier timoré. Ainsi se trouve heureusement contrarié par la crainte des gendarmes leur penchant naturel. Tels flibustiers de grande envergure, tels filous madrés deviennent timides et scrupuleux dès qu'ils ont paraphé un contrat dans une maison close, tolérée et contrôlée par la police. Le vice, comme la vertu, a ses grâces. Chaque maison est dotée d'une sous-maîtresse qui seconde la patronne, la remplace durant ses absences, reçoit les clients, surveille les filles, encaisse ce que le juge de paix de Poitiers appelle « le prix des débauches ». Un trousseau de clés suspendu à sa ceinture par une chaînette de fer est l'insigne de ses fonctions. À chacun de ses pas, les clés s'entrechoquent. Le matin, leur grêle carillon chante matine dans la maison encore endormie. Et la nuit, quand les filles sont remontées dans leur chambre, c'est lui qui sonne le couvre-feu. « Je suis la première levée, la dernière couchée », me confiait la sous-maîtresse de l'Étoile à Montluçon. « Et ces clés, monsieur, vous ne pouvez vous imaginer ce qu'elles pèsent. C'est un vrai fardeau. J'en ai 28, la plus grosse. » Elle me désignait une énorme clé, lourde comme une masse d'armes. « C'est la clé de la porte de fer. Voici la clé de la seconde porte, du tambour si vous aimez mieux. Voici les clés des chambres, des salons, de l'estaminet, de la buanderie où sèchent toujours des peignoirs et des chemises. Et ces 8 petites clés servent à ouvrir les cadenas qui tiennent fermées les persiennes des pensionnaires. » La sous-maîtresse de l'Étoile avait certes un trousseau de clés plus lourd que celui de Barbe-Bleue, mais pour elle, aucune chambre n'était secrète. Elle entrait partout, à n'importe quelle heure, tranquille et sans crainte. Sa voix monotone lançait des ordres salutaires. « Mignon, encore au lit à midi, levez-vous !»« Carmen et Muguette, je vous trouve encore couchés ensemble. Madame ne veut pas. 2 francs d'amende à chacune. Monsieur, vous êtes là depuis une demi-heure. Le tarif sera doublé. » De telles fonctions exigent un certain tact et une délicatesse professionnelle. Dans les grandes maisons de Paris fréquentées par les riches étrangers, les sous-maîtresses doivent parler plusieurs langues. English spoken, c'est habla espagnol. Man spricht Deutsch, annonce le Chabanais, le Montillon, le Hanovre. Dans ces luxueux établissements, elles sont rétribuées par les patrons eux-mêmes 1500 ou 2000 francs par mois, sans compter le vivre et le couvert. « Mon brevet supérieur, me disait Lolotte de la rue La Ferrière, m'a permis de trouver une jolie situation. » Mais dans les maisons de moindre importance, et dans toutes les villes de province, elles n'ont pour salaire que les pourboires des clients. La plupart des sous-maîtresses se recrutent parmi les prostituées. Les filles de 40 ans ont pour suprême ambition de quitter le peignoir, de se retirer des banquettes et de ceindre le tablier blanc orné du symbolique trousseau de clés. Bien peu, hélas, réussissent à occuper ce poste de choix. Quand elles y parviennent, elles oublient leur ancienne condition et régentent avec dédain, parfois avec sévérité, leurs compagnes d'autrefois. Celles-ci leur rendent mépris pour mépris. « Eh, va donc, est parvenu !» leur crie-t-elle. « Ça prend des airs, ça veut jouer à la patronne. Tu n'es qu'une sous-maxée. »« Vous m'injuriez, 40 sous d'amende. 5 francs, enchérit madame. Je veux qu'on me respecte. » Mais elle-même ne fait pas faute de couvrir d'opprobre sa sous-maîtresse à la moindre incartade. « Vous êtes folle. Vous n'avez compté le champagne que 70 francs à ces rupins. Moi, je vais vous balancer et vous renvoyer aux banquettes. » Et les filles, vengées, de rire sous cape. Dans les rues chaudes de province, quand la nuit tombe, les sous-maîtresses assises sur des grandes chaises de paille au seuil des maisons guettent et sifflent les clients. Au-dessus de leur tête, les lanternes rouges pendent, comme des fruits tropicaux, entourant d'un halo de pourpre leurs visages blafards. Dans l'ombre trouée de lumières écarlates, elles ressemblent, avec leur tablier blanc, à des servantes infernales. J'ai le souvenir d'avoir rencontré dans l'estaminet de la Mascotte, à Caunes, une sous-maîtresse que le grand Toulouse-Lautrec eût voulu peindre.
Grande et solidement charpentée, elle avait une figure crayeuse où les yeux faisaient 2 trous noirs et la bouche une entaille sanglante. Dans ses bras, elle tenait 6 cuvettes d'émail, comme on en voit sur les éviers des honnêtes ménagères. « Mesdames, criait-elle, le quincaillier vient d'apporter vos bidets. Je vais faire la distribution. » Chacune des filles prit un plat d'émail et alla l'apporter dans sa chambre. Quand elles furent descendues, on dansa, et la sous-maîtresse, dont les chairs grasses étaient enroulées dans un peignoir à ramages, tourna, enlacée à un mince soldat, tout jeunet et tout petit, dont elle enfarinait de son menton poudré le calot bleu. Le soir, dans le café le plus bourgeois de la ville, je vis entrer une dame vêtue de noir, très digne. « Tiens, » murmura le capitaine de gendarmerie, « voici Blanche de Mayol. »« La sous-maîtresse de la mascotte ?» demandai-je. « Où donc ?»« Cette dame. » Démaquillée, elle ressemblait dans ses vêtements de deuil à une veuve éplorée. Elle salua la caissière et commanda un tilleul. Je me souviens aussi d'une sous-maîtresse que je vis l'an dernier à Tours. C'était dans cette maison close que l'on appelle avec irrévérence la psalette, comme ces maîtrises où jadis, dans les siècles de foi, les enfants de chœur apprenaient les chants sacrés. Mais l'accueillante maison de la rue de la Caserne n'avait retenti jusqu'à ce jour que de refrains profanes et de chansons à boire. Aussi, passant devant sa porte hérissée de clous de fer, je fus surpris d'entendre des accords graves et harmonieux. Sur un piano admirablement accordé, un artiste jouait une mélodie de Schumann. Surpris, charmé, j'entrai dans la maison publique. Une fille de l'estaminet me renseigna tout de suite. « La belle musique que t'as entendue, c'est la sous-maxée qui la joue dans le petit salon d'à côté. Pour sûr qu'elle fait pas de fausses notes. C'est la veuve d'un colonel roumain. Elle a une pension qui ne la fait pas vivre. 800 francs, je crois. Alors elle a cherché du travail. Elle est ici depuis 6 mois. » La musique cessa brusquement. La sous-maîtresse apparut, brune et fière. Elle me demandait ce que je désirais. « Ce que vous voudrez, madame, mais de la musique avant tout. » Elle fut sensible à cet hommage, et retournant au salon, elle joua avec ferveur la sonate au clair de lune, puis ce 14e prélude de Chopin que Cortot intitule « La mort de la Pologne ». Des clients avaient envahi l'estaminet. La sous-maîtresse vint les servir. Elle me dit avec un fort accent roumain « Quelle tristesse de gagner ainsi sa vie. Ah, les misères de ce temps. Êtes-vous satisfaite au moins ? Je gagne beaucoup d'argent, car les clients du salon me font jouer et me donnent de bons pourboires. Aussi madame ne veut pas que je m'en aille. Je donne du prestige à la maison. » Bientôt, 2 amateurs de musique se présentèrent, et comme la veuve du colonel roumain leur jouait « Jeu d'eau » de Ravel, je les entendis glapir. « Oh non, non, tu nous embêtes, Valencia, tape-nous Valencia !» Mais la sous-maîtresse dont je garderai toujours le souvenir, c'est Casque d'Or. Elle fut au début de ce siècle une célébrité parisienne. Pour conquérir la Toison d'Or, Leca et Mandat, seigneurs du trottoir, levaient à Charonne et à Belleville le banc et l'arrière-banc de leurs vassaux, armés de poignards et chaussés d'espadrilles. La nuit, sur les boulevards extérieurs, les 2 bandes s'affrontaient. Casque d'Or, dont la chevelure sous un réverbère flambait comme une torche, était l'enjeu du combat. Elle devait appartenir au capitaine victorieux. 20 hommes tombèrent. Leca et Mandat, blessés, furent ramassés sur le pavé par les agents de police. Ils comparurent devant la cour d'assises, et ce fut la gloire de Casque d'Or. Les journaux lui dédiaient leur premier pari, des reporters l'interviewaient. Des fils de famille lui écrivaient des lettres d'amour. Des industriels, des banquiers lui faisaient des offres splendides. Elle vint témoigner au procès, jura une éternelle fidélité à Mandat. Les 2 rivaux partirent, farouches, pour la Guyane. Ils étaient condamnés à 20 ans. 20 ans avec le doublage, autant dire à perpétuité. Casque d'Or, comme toutes les femmes dont les hommes s'en vont au dur ou au bataillon, viola son serment d'amour. L'an dernier, lisant son histoire dans un recueil de causes criminelles, je parlais de cette vieille gloire à Gégène des Gravilliers, qui tire le pharaon dans un modeste brelan de la rue des Francs-Bourgeois. « Casque d'Or » me dit-il. « Je l'ai bien connu quand j'étais môme, à l'Ange Gabriel, rue Pirouette, et au caveau des Innocents. Un drôle de mec qui s'appelait Moréas, et qui, de sa profession était poète, venait souvent lui payer à boire. Elle est maintenant sous-maxée chez Madeleine, au Rosier. Va donc lui dire bonjour de ma part. » 3 maisons closes dans le quartier juif ont reçu ce nom charmant, les Rosiers, qui est celui même de la rue où s'abrite le négoce, contrôlé, estampillé par la préfecture de police. Des boucheries hébraïques, des cafés à l'enseigne Vin de Sion et des fabriques de pain Azim font avec elles bon voisinage. Les petits boutiquiers juifs, nostalgiques, rêvant de Jérusalem, reniflent comme des odeurs de myrrhe et d'encens oriental, la verveine et le muguet des pécheresses. J'ai suivi un couloir aux murs barbouillés de chaux. J'ai gravi un escalier rustique aux marches de briques roses. Au premier étage, une femme à lourde chevelure d'or m'a reçu en souriant. « Je viens de la part de Gégène, des Gravilliers. »« Mesdames, ne vous dérangez pas. » Dans le vestibule, une douzaine de femmes vêtues de soie légère tapissaient les murailles d'un escalier aux fleurs multicolores.
Casque d'Or me fit entrer dans un petit salon tendu de papier, imitant la toile de Jouy. « Je parie que vous êtes journaliste, inutile de nier. Vous venez me faire causer, mais je ne vous dirai rien. Les journalistes m'ont fait trop de mal. » L'Amazone de tant de nuits sanglantes avait une voix de miel. Mince, le visage doux, les épaules chastement couvertes d'une mantille, elle avait plutôt l'apparence d'une honnête petite bourgeoise, mais un peigne d'écailles rouges, très haut, décorait comme le cimier d'un casque sa chevelure fauve. Oui, ce sont les journalistes qui ont grossi les histoires de Leca et de Manda. Envoie-t-on les gens au bagne pour quelques coups de couteau? Que sont-ils devenus? Leca est mort. Manda, lui, a une belle situation là-bas. Il est médecin, chirurgien... Infirmier peut-être? Oui, infirmier, mais on s'occupe pour le faire rentrer en France. Et leurs amis? Quelques-uns se sont rangés comme Sansonnet qui est aujourd'hui plombier à Grenelle. Polo Ballet, qui balafra Marie Pied-de-Plomb, est tombé dans une bagarre. Jésus a tué Polo coup tordu. 2 vrais poteaux pourtant ceux-là. Un soir, ils s'étaient amusés à faire un match. Ils avaient descendu le faubourg du Temple, chacun sur son trottoir, et c'était à qui piquerait le plus de passants du bout de son couteau. Polo coup tordu, pour sa part, en chatouilla 28. Quand son couteau ruisselait, il l'essuyait entre ses lèvres. Julot Ménétrier fut buté par un fourgue, et Théo Beauté, de Montparnaud, mit en l'air le dénicheur. Et vous, Madame Casque d'Or? Appelez-moi Mélie. Je suis une femme honnête, et je veux oublier le passé. Après l'affaire, j'aurais pu gagner une fortune. Les frères Isola voulaient m'engager au Bouffe du Nord, mais le préfet de police a dit « Non, pas de piédestal pour elle ». Alors j'ai été dompteuse, et j'ai voyagé. Au Caire, j'ai fait la connaissance d'un prince russe dont je tairai le nom. Il m'a emmené à Bombay, mais je me languissais de Paris. J'ai quitté le prince pour revoir Paname. Je me suis marié avec un brave garçon menuisier de son état. Nous travaillons chacun de notre côté et mettons en commun nos économies. Il y a quelques années, le Petit Parisien a publié un feuilleton dans lequel mon nom de famille était cité en toutes lettres. Mon homme a été se plaindre au rédacteur en chef, qui s'est écrié « Casque d'Or, mais je la croyais morte !»« C'est ma femme », qu'a répondu mon mari. « Je veux que vous supprimiez votre feuilleton. » Le lendemain, mon nom était remplacé par un autre. Vous voyez que les journalistes sont aimables. Pensez-vous, la semaine dernière encore, le petit journal a raconté que j'avais été en réclusion, moi qui n'ai fait qu'autrefois que des 2 jours et des 4 jours à Saint-Lazare, comme toutes les femmes du métier. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait de tort à personne, j'ai un casier blanc. Et Madame Mélie, saisissant sur un guéridon un exemplaire du petit journal, le brandissait comme un drapeau. Mais sa voix restait douce, presque angélique, et je contemplais curieusement cette femme. Avait-elle frissonné de joie quand les mâles, pour elle, faisaient couler leur sang? Érigée par l'obscure fatalité en héroïne de gestes faubourienne, n'aurait-elle pas goûté avec plus de volupté les charmes d'une vie bourgeoise et banalement provinciale? Elle me donna raison. Cet établissement, je le dirige depuis sa fondation. Il y a 7 ans que je suis au Rosier. Jamais de scandale, jamais de bruit. Ces messieurs de la préfecture pourront vous le dire. Aussi, j'ai toute la confiance de la patronne, Madame Madeleine, qui se repose à la Varenne Saint-Hilaire. La porte du petit salon s'entr'ouvrit et une jeune femme entra, chaussée de bottines à hauts talons, les jambes gainées de soie noire. C'était là tout son costume. Son corps harmonieux, parfait, s'offrait avec orgueil. Mais quand elle sut que je n'étais pas un visiteur payant, elle manifesta une pudeur charmante. Elle prit à son tour le petit journal et, plus chaste dans ce salon de Carrefour que la Vénus de Médicis, le posa sur sa gorge en guise d'écran. Avant de dire adieu à Casque d'Or, « Regrettez-vous le passé ?» lui dis-je. Une paillette d'or raya ses yeux bleus. « Une femme regrette toujours son passé, » répondit-elle d'une voix oppressée. « Mais je vous jure que je suis maintenant une bonne épouse et que je gagne honnêtement ma vie. » Le timbre électrique retentissait. Des clients arrivaient, nombreux, avides de butiner les roses de la treille. La belle fille laissa tomber le petit journal. « Si vous voulez me revoir, me dit Casque d'Or, venez un lundi à la Java ou au Petit Balcon. Ce jour-là, je suis de sortie. Madame Madeleine tient sa tôle elle-même. J'en profite pour aller danser aux musettes avec mon homme. » Je descendis l'escalier rustique aux marches de briques roses. Note. Mentionnons les portières. À Paris, dans les vestibules des maisons de luxe, ce sont d'accortes jeunes femmes vêtues comme des soubrettes du répertoire. Mais c'est à Brest, à Dunkerque, à Nantes, à Toulon, dans les rues chaudes livrées aux matelots qu'il faut les voir. Devant les portes, assises sur de hauts tabourets, elles appellent les hommes. « Hé, les gars, entrez, y a de jolies filles !» Vieilles, atrocement fardées, elles servent d'enseigne dérisoire aux maisons de joie. Un soir d'hiver au Havre, dans la rue des Galions, la portière de la Lune me disait « Tu me reconnais? J'ai été la patronne des Augustins à Loudun, et puis soumettrait sa tour au petit soleil. Maintenant, me voilà sur un escabeau de 2h de l'après-midi à 5h du matin. Pour salaire, j'ai les pourboires des clients, c'est maigre. » Elle était chaussée de gros sabots emmitouflés dans un fichu de laine. Elle soupira « Quel métier pour une ancienne taulière !» Fin de la note.
Beaucoup de patrons recrutent leurs gérants, leurs sous-maîtresses et leur personnel domestique dans 2 bureaux de placement de Paris, qui sont seuls autorisés par la préfecture de police à servir d'intermédiaire entre les maîtres de maison et leurs employés. Madame F, rue de Bondy, et Madame R, faubourg Montmartre, directrice de ces agences, se trouvent ainsi investies d'une sorte de monopole officiel. Elles placent les gens de maison close. Des claires fenêtres de son appartement, au 2e étage d'un grand immeuble bourgeois, Madame F contemple la porte Saint-Martin. Elle est vive, menue, toute grise et trottine comme une souris. Les cartes de publicité qu'elle adresse à tous les patrons de Paris et de province sont ainsi rédigées. Si vous désirez du personnel sérieux, gérant, gouvernante, ménage, femme de chambre, cuisinière, garçon de salle, etc., adressez-vous au grand bureau de placement autorisé de la Porte Saint-Martin, maison de confiance fondée en 1879, dirigée par Madame F. Bureau ouvert de 9h à 18h. Un jour, une petite bonne sans place qui, du boulevard, avait aperçu l'énorme écriteau placé sur le balcon de Madame F, vint se faire inscrire chez cette dame. « Où avez-vous travaillé » lui demanda Madame F. « J'ai été 6 mois à Tours. »« Rue du Petit Soleil ?»« Non, rue Lacanal. » Le visage de Madame F exprima une vive inquiétude. « C'est bizarre, » dit-elle. « Je ne connaissais pas encore cette maison de la rue Lacanal. Et à Paris, ma petite ?»« J'ai été rue Rochechouart. »« Au 13 ?» proclama Madame F, fière d'étaler sa science. « Non, madame, au 28. »« Au 28 ? Oh, c'est trop fort. Il n'y a qu'une maison rue Rochechouart et c'est le 13. » « Je vous jure, madame, que c'était bien le 28. J'étais bonne à tout faire chez un médecin. » Madame F leva les bras au ciel. « Vous étiez chez des bourgeois. Mais, ma pauvre enfant, je ne puis m'occuper de vous. Je ne place qu'en maison de société. » Madame R, rivale de Madame F, s'est installée faubourg Montmartre, au fond d'une cour humide, au pavé couvert de mousse. Ses bureaux sont étroits et sombres, mais quelle remarquable organisatrice que cette femme replète d'âge canonique, à la voix onctueuse, toujours vêtue de noir et qui ressemble à la gouvernante d'un curé de canton. Elle a ménagé 2 entrées, l'une pour les maîtres, l'autre pour les employés, car on doit toujours, selon son expression, respecter le protocole. Elle-même se tient dans une petite pièce à prétention de salon, entre les 2 salles d'attente. Quand le timbre d'une porte résonne, Madame F accourt. C'est un patron qui vient d'entrer. Elle demande « Tiens, c'est Marius, quel bon vent vous amène. Les affaires vont bien à Dijon? Coup-ci, coup-ça? C'est comme à Paris, tout le monde se plaint, mon pauvre monsieur Marius. Vous venez donc dans mon salon, je vais vous offrir un petit verre de cognac. Et vous dites qu'il vous faudrait une cuisinière. Celle que vous aviez vient de partir sans tambour ni trompette. » Elle baisse la voix. « Ah, ces filles, toutes des riens qui vaillent, si on pouvait s'en passer. » Elle élève la voix. « J'en ai une à vous présenter. Forte, courageuse, une vraie perle. Elle demande 400 francs par mois. » « C'est cher ? » « Hélas, oui. Mais vous savez que pour travailler en maison, les domestiques ont des exigences. Je vais vous la chercher. » Elle passe dans la salle d'attente des employés, où une grosse fille, morne et joufflue, sommeille sur un banc. « Louise, j'ai une place pour vous à Dijon. » La grosse fille, tirée de sa torpeur, fait la moue. « On m'a déjà parlé de cette boîte, un travail de chien. » Madame F tout bas. « Ah, ma fille, ces patrons, tous des pas grand-chose, je le sais bien. Mais 400 francs par mois, ce n'est pas à dédaigner. Allez, vous gagnerez plus d'argent dans votre cuisine que les femmes du salon. Vous aurez de bons pourboires et en plus votre fixe. Venez, je vais vous présenter. » Et haussant la voix. « Monsieur Marius est là, un vieil ami à moi. Un homme très bon, très juste, le meilleur des patrons. » Curieuse salle d'attente de Madame R. Dans la plus belle, meublée de fauteuils et de chaises cannées, 5 ou 6 matrones, violemment parfumées et dont les diamants dans la pénombre verdâtre brillent comme de petites ampoules électriques, s'entretiennent avec gravité de leur commerce, cependant que leurs maris, cossus et importants, fument de gros cigares aux bagues d'or et d'écarlate. Dans l'autre pièce, plus pauvre, des candidats au poste de garçon de salle, des gaillards solidement musclés aux accroche-cœurs luisants de pommade, font les yeux doux aux filles un peu flétries qui, las de la noce, aspirent au grade de sous-maîtresse. Mais un peu à l'écart, tapotant les vitres de ses ongles bien taillés, un homme d'une 40aine d'années, vêtu à la dernière mode des bars du faubourg Saint-Martin, songe que demain, grâce à ses économies de souteneur, il aura une bonne gérance. Quand il reviendra chez Madame R, il entrera par la porte des maîtres. Aussi se renferme-t-il dans un froid silence, dédaignant de répondre à un garçon de salle qui lui demande « Et toi, mon pote, dans quel tôle tu travailles ?» Madame R est habilement secondée par son mari. Celui-ci, petit homme rougeau, beau parleur, s'est associé avec C, un marchand de fonds qui, jadis, édita un guide des maisons closes. Monsieur R, chaque jour, cause familièrement avec les clients de sa femme. Il se tient au courant de toutes les occasions.
Dès qu'un patron de Lille, de Montargis ou de Tours veut vendre sa tôle, il en est aussitôt prévenu. Il signale l'affaire à C, qui lui réserve une commission. Aussi Madame R peut-elle dire avec orgueil « Mon agence n'est peut-être pas très luxueuse, mais elle me rapporte autant qu'une grande tôle. » Tous les patrons ne viennent pas chercher leurs domestiques chez Madame R et chez Madame F. J'en connais un grand nombre qui, par mesure d'économie, embauchent de pauvres souillons et choisissent leur sous-maîtresse parmi les filles de rebut. Telle une cour des miracles, la cuisine d'une maison close abrite souvent d'affreuses sorcières, éclopées, édentées, avec des voix de rogommes. Chez la mère Louise, la sous-maîtresse au goitre ballottant donnait des ordres à une boiteuse à moitié idiote qui récurait les chaudrons en chantant toujours la même chanson villageoise. C'est la fête au pays. Il y avait là aussi une vieille folle, dont les yeux flamboyaient sous une tignasse blanche qu'un vent de tempête semblait avoir échevelée. Celle-là était chargée de balayer l'estaminet et de nettoyer les chambres des filles. Elle s'acquittait de ses fonctions en prophétisant que le feu du ciel allait consumer cet antre impur. Et quand la mère Louise, excitée par l'alcool, la rudoyait, elle brandissait son balai, cassait un carreau et hurlait « Je suis la comtesse de Rocheplate, la femme la plus noble et la plus riche de la ville !» Quand la fête bat son plein dans les salons et dans l'estaminet, quand toute la maison vibre, sonore de chansons, de danses et de musique, dans la cuisine sombre, près des fourneaux éteints, les mégères préposées aux humbles besognes s'asseyent sur des escabeaux de paille et sifflent entre leurs dents branlantes d'immondes injures. Une haine féroce les anime contre les filles et les patrons. Toute la journée, elles les ont servies, doucereuses, empressées. Maintenant, elles leur souhaitent ruine et mort. Ce sont les Euménides de la maison close. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre où il sera question des loisirs et travaux dans les maisons closes.